Bonjour à tous, il est donc 12h31, vous êtes dans le ZCL et aujourd'hui, parmi nos invités, nous allons recevoir Jean-Paul Kiko, président de l'ONG Guajeka Bénin. Bonjour. Bonjour. Il n'est pas venu tout seul, il est venu avec Chloé Borico qui appartient au service civique. Bonjour. Ainsi que Babouche qui va nous parler des projets de l'association, donc dit Mike Obisson. On va recevoir aussi Karine Cessé, autrice et présidente de Tiracounter, qui est déjà aussi sur le plateau. Et avec elle, elle va nous présenter les kits de prévention contre le harcèlement scolaire. Bonjour. Bonjour. Au niveau des autres invités, nous aurons la chance de recevoir donc Luc Jean-Marie, qui est président de l'association Nouvelle Voix. Il sera question du bilan de la 8e édition de la fête du fruit à pain. Et ensuite, avec Yasmina Harissik, on parlera de self-care et de comment mettre en place des bonnes routines pour prendre soin de soi. Et il sera question avec Marilène Ferdi, directrice opérationnelle du campus Luminance, du RAG et du Parcoursup, donc toutes les formations en lien avec l'audiovisuel. Au niveau de l'actualité, on va faire un petit focus sur la Martinique lié aux événements qui se sont déroulés encore hier. Donc il y a eu une nuit particulièrement agitée. On fera un direct avec Jeff Lafontaine. Il sera aussi question des coupures de courant, puisque je pense que vous avez subi malheureusement ces coupures hier. Il sera question de micro-trottoirs pour comprendre quel est l'intérêt de cette méthode de grève. Voilà, on vous a posé la question. Il sera aussi question de toujours ces coupures de grève liées à la santé pour les personnes dialysées, donc suite à ces coupures et l'impact que ça peut avoir justement sur leur suivi thérapeutique. On continuera avec le conseil municipal de Bémao, donc qui a eu lieu, qui a pu voter certains points à l'unanimité. Il sera aussi question avec Monsieur Chalus de la mobilisation du lycée de Port-Louis qui a eu lieu en début de semaine. Il fera un retour sur les actions qu'il mène au niveau de la région. Et on fera un grand focus sur le Top Reza avec notre Danick Zandonis qui est sur place et qui a pu recueillir différentes interviews, notamment avec Claudia Belton, donc rédactrice en chef de France Antilles Hebdo. Il sera aussi, on va recevoir donc la présidente du CTIG, Valérie Samuel Césarius, donc qui nous fera un point sur le Top Reza 2024, ainsi que avec Sabrina Robin, donc vice-présidente, un gros sujet d'actualité pour aujourd'hui. Je pense qu'on doit avoir le direct avec la Martinique. Est-ce qu'on nous entend? Bonjour. Oui, bonjour, je vous entends. Oui, bien. Super, merci beaucoup. Donc, une nuit particulièrement agitée encore en Martinique, surtout à Sainte-Thérèse, donc Fort-de-France, avec des affrontements qui ont subi beaucoup d'incendies, notamment des restaurants, du vandalisme. On vous reçoit aujourd'hui parce que vous avez une expérience dans le domaine politique et social en Martinique et pour avoir votre avis. Vous avez observé les différentes dynamiques en jeu. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle avec ces émeutes, ces pillages en lien avec la mobilisation sur la vie chère. Alors, bonjour à la Guadeloupe, bonjour en tout cas à tous ceux qui nous écoutent. Oui, bonjour. Alors, pour répondre précisément à vos premières observations, ce qu'on appelle pillage, ce qu'on appelle vandalisme, c'est du classique dans toutes les manifestations sociales ou politiques que l'on observe, notamment dans des pays comme d'autres, c'est-à-dire des pays occupés et des pays colonisés. Oui. Donc, on a toujours une réponse de l'État qui est celle du maintien de l'ordre, et moi je vais rajouter le maintien de l'ordre colonial. Donc, qu'il y ait une réponse ou de la provocation entre police et quelques personnes qui n'ont plus rien à perdre dans ce système, c'est classique, rien de nouveau. Donc c'est comme une explosion de choses latentes, de tensions qui sont déjà en bas-feuille, on va dire ça comme ça. C'est juste une explosion de sentiments, c'est ça en fait que vous expliquez? Exactement, vous savez, au-delà d'une Martinique que l'on voit avec des berlines, des belles villas, etc.,
il y a une bonne frange de la population qui est de plus en plus importante, qui vit une misère réelle, et qui est assise ou couchée sur une blessure qui est celle du système colonial, une blessure qui revient de l'histoire, parce que au-delà des questions économiques, vous entendez bien cette revendication sur la question des béquets. La question des béquets, ce n'est pas seulement une affaire économique, c'est aussi une affaire d'histoire, c'est une affaire d'injustice de l'histoire, c'est une affaire de blessure, comme le dit nécessaire, qui jusqu'à maintenant n'a pas été prise en considération. D'accord. Donc ces manifestations, elles dépassent la contestation économique, comme vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez peut-être comparer ces manifestations à ce qui a déjà eu lieu auparavant dans les années précédentes, liées à toutes les revendications concernant l'autonomie et le colonialisme actuel? Alors, sur le fond, j'ai envie de dire, malheureusement, on est en train de travailler sur les conséquences. Qu'il y ait la vie chère, qu'il y ait des gens qui n'aient pas accès à l'emploi, qu'il y ait des injustices. Alors c'est vrai, ça se fait dans des pays qui ne sont pas colonisés, mais ces choses-là sont accentuées dans notre situation. Et vous avez bien vu ce que demandent les personnes qui sont à l'origine du mouvement, c'est de pouvoir participer à des discussions au même titre que tout le monde. Et on a pu remarquer l'arrogance des représentants de l'État et l'arrogance de certains élus à l'égard de ces personnes. Il y a une véritable coupure, en tout cas de culture de la discussion ou du vécu entre les représentants de l'État et les élus, qui sont presque au même niveau, et une bonne frange de la population qui a envie de sortir de cette misère et qui a envie d'avoir son mot à dire. D'accord. Donc la solution, ce serait vraiment, par exemple, que tous partagent une table et qu'on puisse discuter vraiment de solutions pérennes pour la Martinique, ou il y aurait d'autres solutions politiques, des élus, ou qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Quelle solution à apporter? Alors pour l'instant, les solutions qui sont... Alors la revendication, c'est être à la table des négociations avec une diffusion publique pour que tout le monde entende ce qui se dit, ce qui est refusé par les représentants de l'État. Et pourtant, quelques élus, et notamment les députés, ont donné leur accord sur une discussion publique. Pour l'instant, l'État refuse cette discussion publique. Alors, les propositions qui sont faites tant par les collectivités ou que l'État, ce sont les ajustements fiscaux, TVA, octroi de mer, bref, tout un système qui est déjà organisé à l'intérieur du mode économique de comptoir et qui ne va pas, à mon avis, changer grand-chose dans la vie des gens. Alors, immédiatement, je ne sais pas si on peut avoir une baisse de 20% des produits alimentaires, puisque la revendication est surtout sur même si elle s'appelle la vie chère, et sur la question de l'alimentation. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse avoir une réduction immédiatement de 25%, même si ce qui a été promis pour le mois de décembre. Mais la solution n'est pas à s'attaquer aux conséquences. Ce qui est en train de se passer là, c'est la conséquence d'un système d'économie de comptoir qui de toutes les façons est basé sur l'exploitation éhontée d'une bonne frange de la population avec ses relais ici. Donc la solution n'est pas économique, elle est politique. D'accord. D'autant plus que les 20%, c'était pour une période donnée, d'après ce que j'ai compris, et que ça ne touche que l'alimentation, alors que d'autres points seraient éventuellement à aussi travailler. Quel est le sentiment général actuel là sur les récents incendies qui ont eu lieu hier? Alors c'est vrai que ça touche un quartier populaire, un quartier où la misère est déjà assez concentrée, et malheureusement il y a des personnes âgées, malades, des personnes démunies, mais là où la souffrance se concentre, c'est là où elle s'exprime.
Donc ce sont ces gens-là qui étaient premiers de toutes les façons exprimer leur colère. Alors le sentiment général, je ne sais pas, je ne veux pas me prononcer pour tous les Martiniquais, mais je crois que d'une manière générale, tous les Martiniquais, toutes franges confondues, supportent ce coût de la vie, ce qu'on appelle la vie chère. Alors chacun a sa solution, mais je n'ai pas entendu encore de condamnation générale, etc., parce que les dégâts collatéraux, on commence à être habitué avec tout ça, quoi. Mais je crois qu'au fond, la Martinique en a assez de cette vie chère, de ces conséquences du système, mais pour laquelle on n'arrive pas encore à faire peuple pour pouvoir dénoncer et voir changer le système. Donc on est encore sur les conséquences. Pensez-vous que ces événements pourraient s'étendre en Guadeloupe, par exemple? Parce que c'est le même item à bagaille, on va dire. Hein. Donc, en 2009, ça a commencé par la Guadeloupe et c'est arrivé en Martinique. Mais je ne sais pas si la vie est chère en Guadeloupe, j'imagine. Je pense que oui, on a tout la même problématique. Donc voilà, on pourra en parler tout à l'heure avec Jean-Paul. Mais oui, donc en tout cas, merci pour votre échange et votre éclairage sur cette situation qui est un peu complexe et qui nous touche de la même façon en Guadeloupe et en Martinique. Et j'espère que des solutions pourront être trouvées constructives pour apaiser ces tensions pour les habitants, justement. Merci. En tout cas, merci de l'intérêt que vous portez à ce qui se passe en Martinique. Avec grand plaisir. Merci. Au revoir. Au revoir. Une réaction peut-être, Jean-Paul, je te voyais hocher de la tête. Donc, puisque on est dans le travail que vous faites dans l'association, c'est vraiment pour porter la culture, mais d'avoir une vraie conscience, je veux dire, par rapport à ce qui se fait en Guadeloupe et porter le bien-être, donc par les jeux, mais être vraiment conscient de l'état actuel dans lequel nous sommes. Est-ce que tu pourrais échanger? Non, c'est vrai, c'est la rentrée actuellement. Quand on voit un peu tout ce qui se passe autour de nous, dans les différents secteurs, on se rend bien compte que c'est très compliqué, c'est très difficile. Et donc effectivement, la vie est chère. Et surtout quand on a la possibilité de comparer avec ce qui se passe à l'Hexagone un peu plus loin, on se dit des fois... je sais pas moi, ceux qui consomment par exemple un yaourt, ils vont lâcher peut-être 2 € ici alors que là-bas sera 50 centimes. Il y a vraiment des inégalités qui sont très très fortes et où il faut au mieux en tout cas essayer de réajuster, rééquilibrer, en tout cas rendre ça viable pour nous parce que ça devient, que ce soit pour les familles, les enfants qui vont à l'école, enfin vraiment tout secteur confondu. Même je vois il n'y a pas longtemps, j'étais à l'hôpital aussi, on se rend compte que vraiment tous les secteurs c'est un peu compliqué et la vie est plus chère. Donc oui, si on peut contribuer à diminuer un peu les coûts, ça nous fera du bien. À tout le monde. On va parler de l'association Guajeka, donc qui est plus axée sur la préservation et la transmission des jeux traditionnels en Guadeloupe et en Afrique. Avec Chloé Borico et Mike Aubisson, vous êtes venus à 3 pour parler de l'association. On va peut-être commencer par rapidement une petite genèse de l'association pour commencer. Donc oui, bonjour. Bonjour. Donc, je suis venue ici pour parler de la journée porte ouverte qui s'est déroulée ce samedi 14 septembre. Le but même de cette journée porte ouverte, c'était de présenter l'association, surtout. Elle s'est déroulée de 9h à 19h. Donc, ça nous a fait plaisir de voir qu'il y avait autant de monde qui s'était investi. Donc, on a vu vraiment des jeunes, des adultes, des personnes plus âgées venir et participer au beau cantage de l'animation. Donc, c'était vraiment très bien à voir. Donc, il y avait des temps forts, j'imagine. Je vois animation, jeu, des projections. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de qu'est-ce qui a le plus attiré, que ce soit les jeunes ou les plus grands? Alors, ce qui a plus attiré, en tout cas, c'était le matin avec les conférences avec M. Jean-Paul Kiko, qui nous a parlé justement de son voyage en Afrique, des différentes activités qu'on va proposer aussi cette année pour les 20 ans. Et 20 ans? Oui, déjà 20 ans. Et bien sûr, l'après-midi aussi, alors nous avons eu un coup de tambour. On a eu des cas, des professionnels qui sont venus jouer aussi pour nous. Nous avons eu aussi à un certain moment dans l'après-midi une sorte de compétition entre nous-mêmes et même avec les personnes, les adultes et les enfants de Toupi, ce qui était très divertissant à voir. Et les personnes sont venues vraiment pour bocanter, pour participer même, pour voir ce qui se passait. Ils étaient très curieux, ça nous a vraiment fait plaisir par rapport à ça.
D'accord. Donc le festival Guajeka, c'est pas seulement en Guadeloupe, il s'exportait au Bénin, donc avec d'autres pays africains. Est-ce qu'on peut juste avoir l'impact que ça a pu avoir, ce festival, sur les collaborations et sur ce que vous avez déjà mis en place? Oui, en fait, quand on s'est rendu compte du travail qu'on avait déjà fourni en Guadeloupe, l'étape suivante, c'était vraiment d'aller sur le continent et de voir déjà qu'est-ce qu'ils avaient gardé, et nous aussi, qu'est-ce qu'on avait hérité quelque part. Donc c'est vrai que depuis 4 ans maintenant, on fait beaucoup d'échanges. On organise, c'est notre 4e édition du festival Guajaka qu'on organise. Et pour nous, c'était important de pouvoir faire ce lionnage-là, pour mieux nous situer dans ce qu'on fait déjà au quotidien, pour mieux comprendre aussi, c'était quoi la motivation des ancêtres aussi à l'époque, pourquoi ils ont décidé de mettre en place des jeux. Parce qu'il faut savoir que le concept des jeux, qui est universel, nous vient de nos ancêtres en Afrique. Et donc, quand on a pu comprendre, c'était quoi les motivations, parce qu'à la base, c'était pas forcément pour jouer, c'est d'abord une initiation à la vie. Et quand on comprend cette partie-là, on se dit, mais ok, ça donne plus de sens à ce qu'on fait dans nos jeux en Guadeloupe, mais aussi, et aussi chez eux, parce que ça résonne. Ils n'ont pas forcément les jeux dans leur quotidien, ils fonctionnent autrement avec les jeux. Donc lorsque nous, on arrive un peu avec notre approche, on veut faire un festival, on veut faire des choses comme ça permet aussi de créer une dynamique où eux-mêmes aussi, ils cherchent à mettre en avant, à mieux comprendre, à mieux partager, et aussi à mieux transmettre à leurs enfants aussi comment on joue. Je vois quand on est passé dans quelques villages comme Poumassé ou à Ouida ou d'autres endroits, c'est intéressant de voir comment, au-delà des jeux, il y avait l'approche aussi autour de la musique, autour des danses, qui accompagnaient aussi les jeux. Donc c'est notre manière d'appréhender les choses. Et nous, ça nous permet aussi de mieux comprendre, d'avoir du recul. On dirait que ça donne aussi un peu plus de sens, de profondeur au jeu, et comment vous l'abordez aussi, d'aller là-bas et de pouvoir retransmettre après. Oui, les jeux là-bas ont un côté vraiment aussi très, très pragmatique. C'est-à-dire qu'on joue, mais on va jouer pour se déplacer, on va jouer lorsqu'il va pleuvoir, on va jouer à des moments précis aussi. Alors, il n'y a pas forcément la gamme de jeux qu'on a. Nous, je vois, quand on fait des interventions, on est content, on a nos ikaipaka, les courses en sac, les gestes pommes, etc. Alors, eux, ce sera différent. Alors, ce seront aussi des jeux autour de tout ce qui est de l'environnement proche, quoi. Donc, c'est encore une autre manière d'appréhender les jeux. Mais oui, c'est toujours très intéressant et c'est très... ça nous apporte des deux côtés, en fait. D'accord. J'ai vu qu'il y avait eu une conférence sur le rôle de la femme dans la transmission des traditions. Oui. Oui, j'ai cherché quand même. Et donc, pourquoi ce choix de la place de la femme dans les transmissions? Alors, pour 2 raisons. La première raison, c'est que souvent, quand on parle des jeux, on fait souvent référence un petit peu aux hommes, aux garçons qui jouaient. Alors, ça, c'est une première raison. Je voulais mettre quand même en avant les femmes. Mais la deuxième raison, qui est aussi très importante, il faut rappeler qu'il y avait notre ami Nicolas Nabajot, qui était présent avec nous au Bénin, parce qu'il était dans le cadre d'une biennale artistique, photographique. Et aussi dans le cadre de notre festival, il exposait justement une série de photos autour des jeux. Et comme sa thématique à Nicolas, lui, c'était vraiment la femme, présenter la femme, comme surtout que là-bas maintenant, vous savez, il y a la grande statue, l'Amazone, la Godje, qui est là. Donc, il y a toute une dynamique autour de la femme. Donc, on s'est dit, tiens, ce serait l'occasion aussi de valoriser comment les femmes, elles, appréhendent les jeux, mais surtout comment elles le transmettent aux enfants. Et comme on voit dans notre société, souvent, c'est les mamans, les tatis, les mamies. C'est souvent le corps féminin quand même qui assure un peu beaucoup plus la transmission. Donc, on s'est dit que c'était l'occasion de pouvoir les mettre à l'honneur et de mieux comprendre les processus qui s'opèrent lorsqu'on va jouer. Alors, quels sont les projets à venir, du coup, de l'association pour 2025? L'année 2025, qu'on entend aller là, c'est 20 années à Guajeka. Donc, 20 années depuis 2005, Guajeka, 6 août. Donc, nous avons animation, enfin, nous avons un festival, comme chaque année, nous avons la petite feuille. Mais l'année là, ce festival-là qui est plus pour talent assis 20 années à Guajeka. Donc, à un festival là, ça, moun qui peut vrai tout ça, Guajeka, j'ai fait à 20 années à pas 20 jours. C'est ça. Donc, ni travail derrière, ni cabéchage derrière, qui sorti en tête à Jean-Paul, et avec d'autres moun aussi, ils joignent. Que ni d'autres moun qui viennent joindre nous à un festival là, ça, donc nous péquer, nous tout seuls, parce qu'on
Vous savez, ONG là. Donc, ONG là qui met en place des liens avec d'autres mondes qui sont sortis au Brésil, qui sont sortis dans la Caraïbe aussi. Et c'est pour ça qu'ils viennent lier pour compter avec nous à ces 20 années là ça. Et aussi à ces jeux et jouets traditionnels. Et naturellement, dans la saison nous, 2024-2025, tous les samedis, nous dans la Guajeka. Donc c'est comme ça nous avons créé ces petits côtés en nous, là nous avons assemblé tout le monde à Guajeka, qui a trouvé dans l'ancienne école maternelle Jérôme Devaed à Rézé. Donc là, tous les samedis, nous avons fait activité en nous. Donc nous avons l'atelier danse avec Diana, l'atelier tambour avec Jocelyn. Nous avons aussi l'atelier, nous avons mis en place l'année là, ça qui c'est l'atelier DMAGK. 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 GK c'est mascotte en nous. D'accord. GK c'est mascotte à Guajeka. Et l'atelier DMAGK c'est qui gens ou peut apprendre à servir avec des meilleurs. À dans premier temps, quand nous avons parlé qui a dit débrouiller pas pécher. Donc c'est apprendre à servir avec des meilleurs, mais apprendre aussi garder qui a l'entourage pour peut apprendre ou servir éveil. Là nous parler des jeux et jouets traditionnels. Nous toujours attendre les grandes familles qui disent nous famille a pas tenir l'argent pour te payer acheter jouer bayo. Donc yo te ka fait avec une occasion avancée des matériaux de récupération, yo te ka au point et yo te ka bayon d'autres vie pour yo payer ça jouer avec. Donc dans l'atelier là ça c'est pour apprendre à faire des bitins voilà ça. Au niveau âgé mais aussi au niveau tout ça qui peut tressage à faire à coco, apprendre qui gens pour travailler en calebasse, de passer des calebasses à cuire. Donc tout ça, c'est nous qui peut découvrir ça. Et aussi, nous allons continuer à mettre en place tout ça qui est formation et conférence pour nous peut apprendre et comprendre plus à CG. Et festival là, qui t'ont été fait? Alors, le festival là, il est fait en octobre. Octobre à Cabine. Ah non. Octobre l'année prochaine. D'accord. Nous j'apprends du vent, on y a dit. Il est fait en octobre, mais ça qui est passé vite. Et avant même festival là, qu'il y a toute une série d'actions nous que jamais devant qui permet nous arriver en festival là qui surveille la finalité qu'on y a dit. Donc l'occasion de revenir plein de fois pour parler de toutes ces activités-là, des festivals, conférences et tout. En tout cas, merci d'être venu sur le plateau pour nous parler de l'association. Et avec un grand plaisir, on pourra revenir. On va, avant de d'accueillir Karine Cessé, on va faire notre première pause publicitaire. On revient tout à l'heure, on aura plus de temps pour parler justement de ces kits de prévention contre le harcèlement scolaire. On revient tout à l'heure. Nous voilà de retour sur le plateau du ZCL et nous allons continuer donc avec nos invités. Donc Karine Cessé, qui est autrice et présidente du Tir à Counter, elle va nous parler de kits de prévention contre le harcèlement scolaire en maternelle. Bonjour. Bonjour. Et on a reçu on est avec déjà monsieur Luc Jean-Marie, président de l'association Nouvelle Voix. On va parler du fruit à pain, de la 8e édition de cette fête qui a eu lieu. On va faire un petit bilan et on va parler de tous ces produits qui sont déjà sur le plateau, qui donnent déjà envie de parler de cuisine. Donc on va revenir d'abord avec Karine, donc, qui est une femme passionnée, engagée et qui est entrepreneur, autrice et qui vient nous parler justement de ces initiatives, notamment de kits destinés à faire de la prévention contre le harcèlement avec un personnage qui s'appelle Sky, le raccoon. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de pourquoi vous avez choisi de parler de ce sujet de harcèlement scolaire à travers lui? Alors, le thème est simplement venu à moi, de par les élèves, les enfants du Rotary Club, qui ont estimé que les spots qu'avait mis à l'époque le Rotary Club dans les collèges, des spots animés, étaient un petit peu has-been parce que les formes de harcèlement scolaire ont changé, dont le cyberharcèlement. Voilà, donc ils ont estimé qu'il fallait refaire les films. Donc le Rotary Club, qui est une association, a décidé de refaire ces films avec Dimitri Zandronis. Et en fait, les enfants ont pu scénariser des spots et j'ai été invitée
lors de ces créations de spots à venir, parce que le président du Rotary Club sait que je suis assez inquiète de ce qui se passe pour les enfants aujourd'hui. Donc il m'a invitée à donner mon avis, etc. Et quand j'ai été voir ces spots pour les collèges-lycées, une idée m'est venue, puisque je me suis dit que le harcèlement scolaire, ça commence plutôt que collège-lycée. Voilà, donc comme je suis écrivaine, j'ai eu l'idée de parler du harcèlement scolaire à travers les livres, et donc à travers C'est consent lié. Voilà. Donc celui-ci, c'est l'album Sans texte qui fait partie du kit pour les écoles élémentaires. Justement, c'est sans texte. Pourquoi ? C'est sans texte. C'est sans texte pour pouvoir favoriser le pouvoir de l'image et la couleur des émotions. Voilà, donc pour que les enfants puissent s'exprimer. Donc c'est pas moi qui raconte l'histoire, mais c'est eux qui la racontent, exactement comme ils ont écrit les spots. Voilà, c'est pas nous qui racontons les histoires des enfants. Et du coup, ça leur permet d'échanger sur le thème et de libérer la parole. D'accord. Et comment les élèves réagissent lorsqu'ils rencontrent Sky et il y a un deuxième personnage qui s'appelle Mesmin, c'est ça ? Alors Mesmin, c'est autre chose, c'est sur un autre volet un petit peu plus local, fun. Là, c'est vraiment Sky le raccoon et les autres. Et il s'appelle C'est consent lié, le livre, parce qu'il touche à l'individu propre de Sky le raccoon. Donc, puisque quelle que soit la façon dont il est, il faut l'accepter tel qu'il est. Voilà, et les enfants, ils reçoivent bien... En fait, le kit a été distribué en 2023. En juin 2023. Donc il commence tout juste à être étudié dans les écoles. Cette année, il va vraiment commencer à être étudié. Mais Est-ce que vous avez déjà eu des retours des enseignants? Oui, j'ai eu des retours, très concrets et vraiment, ça nous fait plaisir, nous, d'avoir travaillé sur ce projet-là, puisque c'est pas un projet que j'ai travaillé seul, je ne l'ai pas dit. J'ai travaillé en collaboration avec le rectorat, le Rotary Club et la MAE. Voilà, donc c'est un projet collaboratif. Et du coup, c'est vrai qu'on est très satisfait de voir... que les enfants sont contents du projet et les enseignants également. Il y a, en plus du livre, il y a un dessin animé qu'on voit en même temps, j'imagine, à l'écran, pour le kit pour les maternelles. Pourquoi avoir choisi ce format ? Alors, le kit des maternelles, il s'appelle C'est l'école nouillée. Donc, il comprend également un album sans texte, un livret pédagogique. Et on a choisi de mettre un petit dessin animé pour que les enfants puissent... les enfants qui sont éloignés du livre puissent s'en approcher. Il y a des enfants qui sont plus sensibles au format audiovisuel. Donc, on a également choisi de faire ce dessin animé sans parole pour que l'enfant puisse se retrouver comme l'album est sans texte. Et en fait, le dessin animé est sans parole et sur fond musical du Chevalier de Saint-Georges pour pouvoir développer les compétences émotionnelles à travers la musique. Très bien, très bien. Et donc, j'imagine que vous utilisez ces outils dans les animations que vous pouvez faire en médiathèque. Alors, j'en ai fait l'année dernière. Ce qui est bien avec ces livres-là, c'est qu'ils sont sans texte. Donc, du coup, n'importe quel thème peut être abordé. Par exemple, l'année dernière, pour partir en livre en médiathèque, il y avait le thème de la liberté. Et du coup, j'ai choisi de faire les séances d'animation avec le livre C'est consent lié, puisque ça traite de la liberté d'être qui l'on est, la liberté de pouvoir s'exprimer. Voilà, donc c'est un thème général et les ouvrages aident à parler de plusieurs choses, à sensibiliser sur plusieurs thèmes. Voilà, c'est un support pour la parole, pour libérer la parole, c'est ça ? C'est ça, exactement. Des projets pour le futur que vous avez en tête déjà, est-ce que ce sera toujours dans la même thématique du harcèlement ou bien autre chose ? Alors là, l'intérêt aujourd'hui, puisque les ouvrages ont été distribués dans toutes les écoles maternelles et élémentaires de Guadeloupe, donc c'est de faire un test sur une année pour voir si les enfants acquièrent des nouveaux mots de vocabulaire pour pouvoir s'exprimer quand ils sont embêtés, voilà, qu'ils puissent avoir de nouvelles notions. Et du coup, donc on fait un test sur une année. Et ensuite, l'idée, c'est vraiment d'étendre le projet sur le national et sur d'autres territoires. Et comme c'est du sans texte, il n'y a pas besoin non plus de traduction. Donc c'est assez pratique et c'est un phénomène qui est mondial. Donc on a déjà ce projet-là. Et un projet aussi de mon côté, c'est le projet sur la prévention suicide chez les jeunes, voilà, que je vais commencer avec Amalgame Humanis. Très bien. En tout cas, merci d'avoir partagé avec nous ce beau projet pour les enfants. Et donc, on restera à l'écoute de la suite de vos publications. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. On va enchaîner avec Monsieur Luc Jean-Marie avec la chronique sur l'instant Fruit-Yapin. Est-ce qu'on a un générique ? Non, pas de générique. Donc, on lance tout de suite la chronique. Il y a eu donc la 8e édition de la fête du Fruit-Yapin. Tout à fait. On peut rappeler les objectifs de cette fête ? Les objectifs sont simples. Et c'était montrer à la population que le Fruit-Yapin a un intérêt pour la Guadeloupe, pour les Guadeloupéens de façon générale.
Et on voulait également, par le biais de cette manifestation-là, poursuivre la sensibilisation sur l'arbre et le fruit. Et c'est vrai que depuis quelques années, nous menons ce travail-là et nous voulions accentuer la cadence parce que ça marche. De plus en plus, les gens utilisent l'or vert. Il y en a qui l'appellent l'or vert, c'est vrai, ou un trésor utilise le fruit à pain pour se nourrir, pour faire autre chose également que nous allons voir tout à l'heure. Oui. En tout cas, en gros, c'était ça l'objectif de la 8e édition. Et nous avons mis en place un certain nombre d'activités ce jour-là. Il y avait des temps forts, c'est ça? Ah oui, tout à fait. Il y avait un village d'abord pour présenter ce que font nos exposants, ce que font les Guadeloupéens avec le fruit à pain. Je vois qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont exposées. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je vais vous présenter un peu ce que j'ai amené pour vous, là. Donc, il y avait, je disais, le village. Il y avait également un autre temps fort qui était le bic à parole, de manière à ce que les gens discutent, échangent avec des agrotransformateurs. Et ce jour-là, on avait prévu 2 pièces maîtresses. Madame Zénon, qui fabrique de la farine de fruits à pain, qui a monté une petite unité de fabrication de farine de fruits à pain, qui fait du très bon travail d'ailleurs. Et on avait également la gérante de Beaux Caraïbes, que vous connaissez certainement, qui a son entreprise sur Jarry, qui est spécialiste de bouquet à base de farine de fruits à pain. Donc on a réalisé un très beau débat, les échanges, vraiment, ça s'est très bien passé. Et je pense qu'il faut encore renouveler ce type d'action-là. Alors, je n'oublie pas également les ateliers, parce que les gens sont friands d'ateliers, ils ont envie d'apprendre. Oui, pour savoir comment faire, comment l'utiliser à la maison, la farine, pourquoi faut-nous manger fruits à pain, qui gèrent pour planter un pot, etc. Donc, on a fait venir un certain nombre de spécialistes sur la question. Et vraiment, le temps était compté. Trop court, il fallait faire plus. D'accord. Les gens étaient tellement contents de ces ateliers-là, si bien que l'année prochaine, il faut qu'on, d'ailleurs, non seulement revoir peut-être le lieu, on va essayer de faire ça. Quel bilan, du coup, vous tirez de cette 8e édition? C'est un bon bilan. Alors, imaginez-vous qu'on a eu plus de 2000 spectateurs et de visiteurs 2000, c'est énorme. Et on sent qu'il y a un engouement, justement, pour le fruit à pain. Donc, par conséquent, nous pensons au niveau de l'association qu'il faut aller encore plus loin. Bien sûr. Ça marche, il faut aller plus loin. Donc, nous réfléchissons depuis 2 ans déjà sur un projet que nous allons soumettre aux agrotransformateurs, aux consommateurs, aux Guadeloupéens de façon générale, pour que ça ne soit pas le projet d'une association, mais pour que ce projet-là soit porté vraiment par les Guadeloupéens. Alors, ce projet-là s'intitule BioFab. Alors, on aura l'occasion, en temps voulu, d'expliquer un peu son contenu. Mais sachez qu'il est important pour nous de voir ce projet-là, que ce projet-là voit le jour. D'autant plus qu'il n'y a pas tellement d'éléments sur le fruit à pain. On en rencontre sur les ignames, sur autre chose. Ce sera un projet comment exactement? Est-ce que vous pouvez nous donner 2-3 informations? Alors, 2-3 informations. Et disons que cette question-là n'est pas véritablement organisée. Les gens, il y a un engouement, c'est vrai. Il y a des exposants, il y a des Guadeloupéens qui font des choses, mais ce n'est pas bien organisé. Donc, nous voulons mettre de l'ordre dans tout ça. Alors, autre problème, il y a des agrotransformateurs. Donc, ce ne sont pas ces agrotransformateurs-là qui iront chercher des fruits à pain sur les arbres à pain. Donc, il faut, par exemple, il faut structurer, il faut une plateforme, peut-être avec des jeunes Guadeloupéens qui s'occupent de vendre leurs fruits à pain. Nous savons aussi que nos arbres à pain, c'est 20-25 mètres de hauteur. Il faut monter déjà, il faut réfléchir tout ça. Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce que c'est ce qu'on attend pour que ça se développe en Guadeloupe? Donc, la question de la taille est posée. Et ensuite, il y a toute la commercialisation également
qu'on pose également dans ce projet-là. Donc, autant d'éléments qu'on aura à examiner avec les agrotransformateurs, avec le consommateur tout court, pour que nous puissions bâtir un véritable projet. Donc, j'imagine que l'éducation du coup de la population, mais des jeunes en particulier, est importante pour sensibiliser à l'importance de ce produit-là. Absolument. Absolument. D'ailleurs, nous travaillons depuis belle lurette avec le jeune public. Nous intervenons dans les écoles. D'ailleurs, nous venons de concevoir avec un spécialiste, on l'a montré dernièrement, c'est le Tifoubap. Le Tifoubap, depuis un an que nous avons mis en place avec un artiste en la matière. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus? Qu'est-ce que c'est Alors, Tifoubap, c'est tout simplement une peluche. D'accord. Une peluche, d'ailleurs, c'est un fouille à pain. Alors, nos enfants, généralement, leurs parents leur offrent des nounours, etc. Pourquoi pas un fouille à pain? Tout à fait. Et nous disons que ça peut permettre à l'enfant de se familiariser avec son environnement naturel. Et ça peut lui permettre également de plus en plus de bien comprendre qu'on a sous la main un trésor qu'on peut consommer sans difficulté. Alors, le Tifoubap est arrivé. Donc, il nous faut vendre ce Tifoubap aux Guadeloupéens, aux établissements scolaires, aux mairies, etc. Alors, c'est une idée cadeau de Noël déjà. Absolument, absolument. On y pense. Alors, si bien que nous donnons un premier rendez-vous à tous ceux qui veulent se procurer Tifoubap, nous serons au village des associations, au Lamentin, le 5 octobre, samedi 5 octobre, dès 8h, nous y serons. Donc, nous donnons rendez-vous à tous ceux qui ont envie de se procurer un Tifoubap pour donner un cadeau à leurs enfants. Nous serons prêts, d'accord? Ou bien ils peuvent nous contacter également. Je rappelle l'adresse mail de l'association, c'est Nouvelle Voie 417-129@gmail.com. Ou bien des numéros de téléphone, je donne au moins le mien, 06 90 33 76 49. Il y en a d'autres, mais au fur et à mesure... On va redonner à nouveau le numéro. Alors, 06 90 33 76 49. Je peux donner une autre, pendant que j'y suis. Toujours un portable 30 21 70. Un dernier, 31 71 39. Voilà. Il y a tout. En tout cas, à retenir que le 5 octobre, vous êtes donc à la salle des fêtes du Lamentin pour parler du fruit à pain avec le Tifoubap aussi. Aussi, bien sûr, parce que c'est le village des associations. Nous sommes basés au Lamentin, donc nous allons participer également à ce village-là, qui en général se déroule assez bien. Donc nous y serons avec nos produits. Et nous ferons en sorte que les gens puissent se procurer Tifoubap. Alors, il y a une nouvelle marque qui a été lancée à Sainte-Lucie qui s'appelle le Lucian Bread Free, qui permet justement d'exporter le fruit à pain. Est-ce que on n'aurait pas intérêt en Guadeloupe à faire de même? Tout à fait, tout à fait. Dans un premier temps, nous envisageons un colloque qu'on n'a pas pu faire l'année dernière. Nous l'envisageons cette année, d'autant plus que en 2025, nous aurons 10 ans, déjà 10 ans que nous travaillons sur le fruit à pain. Donc, nous pensons profiter de cette occasion-là pour inviter nos amis de la Caraïbe. Alors, nous avons eu l'occasion de travailler avec une Trinidadienne, Laura Nkouma, qui est une sommité en la matière, une Trinidadienne. Cette Lucie, nous connaissons également parce que j'ai oublié de vous dire que nous voyageons également au sein de l'association. Nous essayons de connaître notre environnement caribéen. Donc, nous avons pensé justement à faire, pourquoi pas, une fête du fruit à pain intercaribéen, pourquoi pas. Martinique, Guadeloupe, Trinidad, Saint-Vincent, Sainte-Lucie. Donc, nous y travaillons. Donc, nous faisons en sorte que toutes ces personnes-là qui sont très avancées dans ce domaine, nous avons parlé de
de Sainte-Lucie, mais Saint-Vincent également a fait un excellent travail sur le fruit à pain. Donc nous pensons rassembler toutes ces personnes-là de manière à ce que nous puissions échanger. Hein. Bien sûr, et puis proposer aussi les produits dérivés que nous avons ici. Alors, est-ce qu'on peut en parler de absolument. Sur cette table? Alors, je vais commencer par l'or vert. C'est grâce à lui sinon on a tous ces produits-là. D'ailleurs, c'est un produit qui sort de chez moi et que j'ai amené là en arrivant. Et je n'ai pas eu de problème, hein, parce que... Il y en a plein. Non, c'est que l'arbre à pain est tout bas. Et c'est ce que nous préconisons. Ne pas planter, ne pas regarder les fruits à pain à 20-25 mètres. Donc, j'ai pas eu de mal. Quoi, les couper à chaque fois les tailler. Oui. D'ailleurs, ça va être l'objet de débat également le jour du colloque. Alors, ce fruit à pain-là, imaginez-vous, ça fait 2,9 kg. D'accord? Donc, c'est dire que ça peut être rentable. Alors, à côté, il y a ce qu'on appelle la fleur mâle. C'est une popote, d'accord, que j'ai amenée parce qu'on peut également l'utiliser. Voilà, cette personne-là qui a réalisé un chutney avec la popote de fruits à pain. Alors, c'est Madame Foschalder, qui est restauratrice d'ailleurs, qui travaille également avec nous, qui a réalisé son chutney. Ensuite, tout près, vous avez ce qu'on appelle les alimettes à fruits à pain, un apéro. Quelqu'un vient chez vous, au lieu de lui donner n'importe quoi, voilà. vous lui offrez les alimettes de fruits à pain. Alors, en même temps, vous avez des chips de fruits à pain. Hein. En ce sens, ces chips-là ont été réalisés par quelqu'un qui est bien de chez nous et qui a comme entreprise Fap & Co. D'accord? C'est elle qui a produit ça. Elle fait également de la confiture de fruits à pain. À côté, bien sûr, vous avez la farine de fruits à pain. D'ailleurs, l'agrotransformatrice qui réalise cela était à la fête du fruit à pain 8e édition. Elle a participé au Bica-Parole, Madame Carole Zénon. Ensuite, nous avons le travail d'un jeune qui est encore au labo, qui sera avec nous l'année prochaine. Donc, il essaie de se perfectionner comme bon. Alors, c'est du piment avec du fruit à pain. C'est une sauce qu'il a réalisée. C'est tout nouveau. Et il a fait également... Alors, là, c'est purée de fruits à pain. Et là, c'est la sauce à base de fruits à pain et du jus de coco. Du lait de coco, du lait de coco, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses hein, qu'on peut faire. Donc, lui, il est encore au travail. Donc, il nous promet d'être présent, qui sera fin prêt à la fête du fruit à pain, qui aura lieu très certainement à la fin du mois de juin. Ok, très bien. En tout cas, merci pour ce partage. Et ça donne faim parce que ça donne envie de manger. Alors, permettez-moi de remercier votre invitée parce que vraiment, elle fait du bon travail et elle nous intéresse parce qu'on a envie effectivement d'écrire pour les tout petits. On en a parlé déjà. Donc, si elle est capable de nous proposer quelque chose, voilà, pourquoi les journées sont faites de rencontres. Donc, voilà, absolument. Alors, par contre, je ne sais pas si vous avez dit c'est sans écrit, c'est ça? Pas tous, non, il y a des livres à texte. Ouais. Là, c'était spécial. Une collaboration à venir. Alors. Ah oui, ce serait bien de collaborer sur le tiret et du fruit à pain. Bon, merci à tous les deux d'être venus sur le plateau et on va enchaîner avec l'actualité et les coupures de courant. Je suppose que vous avez subi, comme moi-même, cette coupure hier. On a eu un micro-trottoir pour savoir qu'est-ce que vous pensez de cette méthode de grève. On en parle avec Olivier Félix et Max Morel. Malheureusement, c'est nous qui capouillons dans tout ce but à ça parce que nous impuissants vers eux. Si ils ne parlent pas de nous, on ne veut pas travailler, on ne veut pas faire rien. Ça va, ça ne nous impacte pas trop nos quotidiens.
Mais c'est sûr qu'il faut penser aussi aux gens dans leur maison, point de vue électricité, point de vue congélateur, la viande gâchée, les aliments et tout ça. C'est vrai que ça peut contraindre certaines personnes. Après, ils ont aussi leurs raisons. Mais après, les gens qui ont des familles, il faut nourrir, les plaques électriques, tout ça, on a tendance à... ça bloque un peu... voilà, ça bloque un peu les foyers. Bon, ça qu'on a une revendication à faire, ça c'est un fait, mais il ne faut pas que nous, population, nous impacter dans l'affaire, parce que y a une belle paix, comme ça, voilà quoi. Que je comprenne, que je sois d'accord, ça sera comme ça d'une manière ou d'une autre. Par contre, ce qui est sûr, c'est que oui, après je les comprends, puisque du coup les subventions, elles ont été quand même relativement serrées de l'Hexagone à ici, donc du coup c'est un mouvement contestataire, on va dire, par rapport à simplement ce qui se passe poétiquement et économiquement parlant. On est là ce soir, tranquille, et pof, d'un coup, en plus de ça, tard le soir, et on n'est même pas prévenu, donc du coup, le temps d'aller chercher une bougie et tout, franchement, c'est un petit peu galère, c'est clair. C'est pas à nous à en pâtir. Je trouve ça inacceptable. Ils doivent pas, je sais pas comment ils doivent faire, hein, mais trouver une autre façon de manifester leur colère. C'est toujours embêtant. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Moi, je dis que si c'est pour gagner grève, c'est qu'il n'y a pas à coller. Alors, de toute manière, trouver une solution. Si c'est un moyen que les choses se concrétisent, que les choses viennent mieux, moi, je suis d'accord. Et justement, les coupures de courant ont des conséquences sur les personnes qui sont en santé précaire, on va dire. On va voir une réaction d'une personne dialysée suite à ces coupures. C'est un reportage de Charlie Dagonia. Je suis en insuffisance rénale chronique et j'ai choisi d'être dialysée à domicile. Et pour cela, nous avons besoin de l'électricité. Lorsque il y a des coupures, je suis venue justement alerter les grévistes parce que lorsque nous n'avons pas d'électricité, nous ne pouvons pas nous dialyser et les déchets restent dans le corps. On a des risques de mourir. C'est notre vie qui est en danger. Et je suis là maintenant devant vous, mais je ne suis pas la seule. Il y a au moins 40 personnes. Il y en a à Marie-Galante, à Saint-Martin. Il y a des personnes qui ne s'expriment pas, mais je pense que je m'exprime en leur nom. Normalement, on peut passer au mode manuel, mais c'est très compliqué et puis il y a des risques d'hygiène. Normalement, c'est avec l'électricité. Je suis venue au nom de mon infirmière coordinatrice, Madame Céleste Daniel, et elle m'a dit d'alerter. Elle ne peut pas se déplacer parce qu'elle est malade en ce moment. Je veux dire aux grévistes de faire attention. Je comprends leurs revendications, mais de ne pas oublier qu'il y a des gens malades. Je sais que j'ai cru comprendre que pour les appareils respiratoires, il y a une convention de l'État et que l'ARS donne le nom des gens qui sont concernés. Mais nous, les dialysés à domicile, ce n'est pas notre cas. Donc, je viens attirer leur attention sur ce problème-là. Voilà, donc des problèmes d'électricité qui touchent la population. On va espérer qu'une solution va être rapidement trouvée, que les négociations continuent aujourd'hui. On aura sûrement un écho de tout cela par la suite. On va faire notre deuxième pause publicitaire. On revient tout à l'heure avec Yasmina Harissik. On va parler de self-care et avec Marilène Ferdi, il sera question du RAG et du Parcoursup. On revient tout à l'heure. Voilà, il est 13h30. Nous sommes donc de retour sur le plateau du ZCL avec Marilène Ferdi. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Voilà, directrice opérationnelle du Campus Luminance. On sera aujourd'hui focus sur le RAG et Parcoursup. Oui. Alors, donc le journal du Campus Luminance, c'est vrai que on a décidé, dans nos rubriques, la mercredi, c'est la rubrique qui est Actu dédiée Campus. au Actu Campus, qui est dédiée aux étudiants, aux élèves. Alors, on élargit de plus en plus aux demandeurs d'emploi ainsi qu'aux étudiants en reconversion. On va lancer le générique. Merci.
Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Donc, grande préparation bientôt pour deuxième édition du RAG qui auront lieu le 15 novembre. On va aborder un peu plus ce sujet, mais aujourd'hui, dans la rubrique Actu Campus, de quoi parle-t-on ? Alors, c'est vrai que dans la rubrique Actu Campus, régulièrement, le mercredi, on parlait de Parcoursup. Donc, on ne pouvait pas quand même, avec la rentrée, alors c'est la rentrée des classes, ne pas parler de Parcoursup. Alors, on va déjà annoncer que Parcoursup est fermé. Voilà, c'est terminé, on ne peut plus aller sous la plateforme. Et elle va ouvrir à nouveau à la mi-décembre. Et c'est la raison pour laquelle on a positionné l'événement un mois, jour pour jour, avant l'ouverture officielle de la plateforme, parce que je rappelle, la plateforme Parcoursup va ouvrir à nouveau à la mi-décembre, uniquement en lecture. Ça veut dire que tous les lycéens, alors je précise aussi que ce n'est pas que les lycéens, c'est aussi les étudiants qui veulent se réorienter, mais c'est aussi les demandeurs d'emploi, mais c'est aussi vous, par exemple, quelqu'un comme vous, Iman, si vous souhaitez demain reprendre les études, il faut que je passe par Parcoursup. Oui, voilà. Donc vous pouvez, ce n'est pas une obligation, hein, vous pouvez aussi passer par Parcoursup. Et donc, ce qu'on va, dans cette période-là, ils pourront commencer à regarder tout ce qui se fait en matière de formation post-bac dans la filière. Alors nous, bien sûr, dans la filière qui nous intéresse, l'audiovisuel et le cinéma. Alors j'avais dit, hein, je commence à rappeler chaque fois que je le peux qu'on n'a pas une formation. Il y a combien de formations disponibles en Guadeloupe? Alors, on va distinguer, Iman, deux types de grandes familles de formation. Alors, ce qu'on appelle la formation initiale, c'est quand on est en statut scolaire, et la formation continue, quand on est sorti du système scolaire, on est inscrit à Pôle emploi et on veut se former. Et dans ces deux systèmes, dans ces deux voies de formation, le nombre de formations a évolué, a explosé entre 2017 et aujourd'hui. Aujourd'hui, sur le plan scolaire, on a un potentiel de 23 formations qui sont dans le périmètre de l'audiovisuel cinéma. Alors, pourquoi je dis qu'ils sont dans le périmètre? Je vais vous donner quelques exemples. Et pour le reste, je vous invite le 15 novembre. D'accord. Alors, quelques exemples. Alors, bien sûr, on va revenir sur le BTS des métiers de l'audiovisuel, qu'on peut faire aussi en alternance. Malheureusement, le nombre de places est extrêmement limité. Il y a aussi le BTS communication. Alors, je rappelle qu'il se fait au lycée Gerville-Riache, ainsi qu'à la cité scolaire La Persévérance aux Abîmes, à Pointe-à-Pitre. Alors, la particularité, c'est que depuis la rentrée 2023, le référentiel a changé. Il y a une orientation 100% audiovisuelle. C'est-à-dire, quand on est intéressé par des métiers comme influenceur, on peut se former. Ou vidéaste. Ok. C'est l'orientation qu'on conseille. D'accord. C'est vraiment l'orientation. Ils ont actualisé le référentiel pour répondre aux besoins du marché en matière de communication. À présent, plus rien ne se fait sans l'audiovisuel. Et c'est vrai que la période Covid a été un accélérateur, puisque comme tout était confiné, la seule chose qui restait, c'est les vidéos, c'est les images pour avoir de la visibilité. Et bien sûr, nous avons, au-delà de ça, le DUT MMI. Alors, on ne peut même pas parler de DUT, on va parler de BUT, puisque c'est un bachelor qui se fait en 3 ans, qui ressemble un peu en termes de contenu au BTS des métiers de l'audiovisuel, mais il va plus loin, parce qu'en plus de l'audiovisuel, la rédaction audiovisuelle, la réalisation de vidéos, ils font aussi de l'animation 2D, 3D. C'est là que c'est intéressant. Ça veut dire que, pour moi, ce profil est très intéressant pour les petites structures telles que les nôtres, parce que nous avons des jeunes qui sont polyvalents. La preuve, nous avons 2 alternants qui travaillent pour cette émission. Ils ont des compétences en graphisme, ils ont des compétences sur tout ce qui est réseau social, ils savent réaliser des vidéos, ils savent monter. Donc, c'est polyvalent. C'est polyvalent. Et quand on a une petite structure telle que les nôtres, donc les structures indépendantes ou de moins de 10 salariés, c'est parfait. Alors, pour le reste des formations, on aura... Alors, je vais quand même préciser. Alors, on m'a dit de préciser, je précise. Je n'avais pas précisé lundi. Alors, pour s'inscrire, parce qu'on commence déjà... Alors, vous savez, au moment où je vous parle,
J'ai 300 personnes inscrites. Alors, Déjà, ce sont parce que la priorité sont des établissements scolaires qui sont ciblés. Donc, on a l'an dernier refusé, les gens, je le dis parce qu'ils vont se reconnaître, on a refusé à peu près une centaine d'élèves d'établissements qui se sont inscrits tout tardivement et à peu près 300 personnes qu'on a refusées. Pourquoi? Parce que c'est un site privé, donc c'est les jardins de Guadeloupe-la-Première. On est en plan Vigipirate renforcé. Et pour des questions de sécurité que tout le monde peut comprendre, on a une jauge à ne pas dépasser. Donc, il faudrait faire 2 jours, en fait. Non. Alors là, pour l'instant, c'est le point qu'on nous a reproché. D'accord. C'est ce qu'on nous a le plus reproché. S'il y a un point noir que tout le monde nous a reproché, pourquoi pas faire 2 jours? Mais non, mais pour l'instant, on va rester sur un jour. On va rôder sur un jour. Et donc... tous ceux et celles qui sont intéressés par les formations audiovisuelles, j'ai dit la particularité cette année, c'est qu'on fait venir de nouveaux partenaires, indépendamment des partenaires qu'on a eu l'an dernier. Donc, il y a eu l'INA qui viendra et qui fera sous forme de conférences et d'entretiens individualisés. Ça va être un peu mieux que l'an dernier. La FEMIS, cette fois-ci, on leur a demandé de venir avec leur programme en formation continue en visio. Ça veut dire que vous pourrez vous former en restant à la Guadeloupe et en ayant, grâce à la FEMIS, parce que je vous dis que quand vous avez une attestation de formation signée de la FEMIS, ça a de la valeur. S'ouvrent. Ouais. Et donc, on aura UWorld, ça c'est la grande nouveauté, UWorld University, donc la célèbre université, l'équivalent des Howard Noirs. Pourquoi? Parce que nous avons une Guadeloupéenne qui fait partie de la direction, Gladys Francis, et qui a un super département musique, cinéma et journalisme. C'est très intéressant. Et la région et le département signé des conventions pour accompagner. Et bien sûr, nous aurons un dernier partenaire. C'est le campus des métiers en termes de nouveautés et des industries culturelles et créatives de la région Provence, Alpes-Côte d'Azur. Et d'ailleurs, vendredi, le Zoom va porter sur ce campus, en sachant que le lieu totem, le siège, par exemple, chez nous, le siège du campus, c'est le lycée de Pointe-Noire. Pourquoi? Parce que c'est le lycée emblématique qui porte le pôle audiovisuel en Guadeloupe. Eh bien, en province Alpes-Côte d'Azur, c'est le lycée Méliès qui est basé où? Allez, selon vous, il peut être basé, ce campus. Où ça peut être passé? Quelle ville emblématique de la région PACA qui porte le cinéma, qui rayonne avec le cinéma? Festival. Cannes. Cannes. Donc, il est basé à Cannes. Et ce qui est intéressant avec ce campus, c'est qu'ils ont un laboratoire de recherche qui travaille sur des castes à réalité virtuelle et augmentée. Oh là là, donc on aura tout ça. Oui, de belles nouveautés. Alors, on parle beaucoup de l'IA. Est-ce qu'il y aura des nouveautés par rapport à l'IA? C'est vrai que lundi, vous m'avez dit, mais pourquoi avoir choisi l'IA? Mais c'est très controversé. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette question. Et c'est vrai que tout le monde me pose. Alors ça, je peux vous dire, tout le monde me la pose. Et eh bien oui, c'est parce que c'est controversé. C'est parce que c'est controversé qu'on a choisi cette thématique. Et pourquoi aussi? Parce que l'IA, ça fait un moment que c'est installé et on voit déjà, donc il y a des éléments positifs, il y a aussi des éléments négatifs. C'est la problématique des mutations technologiques, que je l'avais déjà dit, donc où on a des fermetures des métiers qui disparaissent et d'autres métiers qui apparaissent. Malheureusement, le gap entre ceux qui disparaissent et apparaissent n'est pas suffisant pour combler le déficit. Et en plus, parmi les métiers qui apparaissent, ce sont des métiers qui évoluent vite. Donc, si vous êtes intéressé, une seule adresse, vous nous envoyez vos noms, prénoms, numéro de téléphone à Campus Luminance. Alors, j'espère qu'on va pouvoir afficher. Voilà, campusluminance@gmail.com. Je répète, Campus Luminance, Luminance ANS à la fin, @gmail.com. Dès aujourd'hui, envoyez-nous vos noms, prénoms et téléphones pour valider votre inscription. Est-ce qu'il y a d'autres dates importantes qu'on doit noter dans nos agendas? Non, c'est le 15. C'est le 15. Le 15, d'accord. Une seule date à retenir. C'est le vendredi 15 novembre de 9h à 16h. Okay, alors, je tiens à dire aussi que les chroniqueuses peuvent s'inscrire, puisque bon, vous êtes tous dans le milieu de l'audiovisuel. Si certaines veulent faire des petites formations avec des structures nationales qui proposent des formations en visioconférence, c'est le moment. Simplement, sachant que ce n'est pas le public prioritaire, j'invite
toutes les collègues chroniqueuses, dès aujourd'hui, à aller s'inscrire. Donc, il y aura une information qu'il faut. Je sais qu'Imane, tu étais là l'année dernière. Je serai là Cette encore. année, tu viens et j'espère que tu vas t'inscrire à une avec formation grand plaisir. visio. Oui, avec grand plaisir. En tout cas, merci pour ce partage et on se retrouve vendredi. Vendredi pour un Zoom à 13h30. Merci beaucoup. On va faire un petit retour sur l'actualité et notamment sur le Top Reza 2024 avec une interview donc, de la rédactrice en chef de France Anti-Hebdo, donc Claudia Belton. On voit un reportage. Je suis là pour le Top Reza, le salon du tourisme, qui est l'occasion en fait pour France Antilles de présenter l'hebdo, de distribuer, être le plus grand œuvre qui sont décomptés. Il est là depuis le mois de mai, depuis la Foire de Paris, et là on a sorti sur papier pour que les gens aient ce contact avec le papier, qu'ils puissent découvrir en fait ce que nous faisons. Ouais. L'hebdo traite de l'actualité de l'Hexagone qui concerne les ultramarins. Au quotidien, toutes les manifestations qui ont eu lieu ici, que ce soit la Foire de Paris, que ce soit la Voix des Outre-mer, que ce soit le Top Reza, nous sommes là pour parler et que tous les Antillais puissent savoir ce qui se passe dans la communauté. Que ce soit les associations, que ce soit la politique, quel que soit le cinéma, comme par exemple dernièrement il y a eu l'avant-première de L'Homme au bâton du réalisateur Christian Lara. Toute l'actualité des ultramarins se trouve dans l'hebdo. Donc les voici. Donc j'invite vraiment tout le monde à le découvrir sur Internet, d'accord. L'hebdo, c'est gratuit. Il est gratuit maintenant et donc j'invite tout le monde à le découvrir. Voilà, l'hebdo des Antilles, de France Antilles, donc en direct du Top Reza. Maintenant, nous allons faire un point avec la présidente du CTIJ, Valérie Samuel Césarus, donc au sujet de Top Reza Paris. On voit le reportage. Eh bien, écoutez, en tant que présidente du CTIJ, c'est mon premier Top Reza. Fière d'être ici aujourd'hui. Nous voyons l'enthousiasme de nos socio-professionnels. Ils sont au nombre de 19. Voilà. Et pour nous, c'est une première. Pourquoi? Parce qu'on l'a fait sur deux facettes. Alors, ils ont l'opportunité de recevoir les rendez-vous sur toute la journée, de 9h à 19h, mais aussi en demi-journée. Alors, ce qui les permet aussi d'aller voir ailleurs ce qui se passe pour récupérer des informations importantes pour préparer la saison. Et nos socio-professionnels sont très contents d'être ici aujourd'hui présents sur ce Top Reza. En amont, ils ont, avec le système digital, pu prendre des rendez-vous et ça se passe très bien. Alors, est-ce que la saison touristique qui est passée a été bonne pour la Guadeloupe? On dira relativement bonne et celle qui arrive encore meilleure. Oui, pourquoi? Parce que nos socio-professionnels sont organisés, ils ont tout mis en place pour recevoir les touristes comme il se doit. On dira que nous sommes là pour regarder en haut ce qui se passe, mais tout le travail se fait avec les équipes du CTIJ. Tous les directeurs des services travaillent en étroite collaboration pour que le développement touristique se fasse correctement en Guadeloupe. Et donc le développement touristique, on en parle encore avec Sabrina Robin qui est vice-présidente du CTIJ. Je suis là en tant que présidente de la commission tourisme du conseil départemental de la Guadeloupe. C'était important que nous revenions sur ce salon international 2024 ici à Paris. Donc j'étais présente sur l'édition 2022. Aujourd'hui je reviens pour continuer à voir avec mon chargé de mission tourisme, faire un peu le tour des centres pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe ailleurs en termes de promotion du tourisme à la fois culturel, mémoriel et naturel. Donc je suis accompagnée de Danielle Minacci qui est présidente de la commission développement durable et qui gère tout ce qui est sentiers de randonnée, parce que nous savons que nos sentiers de randonnée, que notre patrimoine culturel avec nos forts, nos musées, nos sites historiques et puis bien entendu notre patrimoine mémoriel sont des atouts qui sont indispensables et caractéristiques de l'ensemble des îles de la Guadeloupe.
Nous avons également un événement cet après-midi qui est le comité stratégique du tourisme en Outre-mer à l'invitation de la DGOM, la Direction générale du ministère de l'Outre-mer. La compétence tourisme, aujourd'hui c'est une compétence tourisme qui n'appartient plus aux communes, qui appartient aux communautés d'agglomération. Donc nous travaillons en étroite collaboration avec l'Office du tourisme à la Riviera des îles de Guadeloupe et le CTIG. Donc la Désirade en elle-même n'est pas exposante, n'a pas de stand, mais j'ai croisé des Désiradiens qui sont hébergeurs touristiques, qui sont présents aussi pour se faire connaître et puis créer un réseau entre professionnels du tourisme. Sachez qu'à la Désirade, nous sommes une réseau qui est authentique, qui est naturel. Nous avons des sentiers de randonnée, nous avons aussi tout ce qui est tourisme balnéaire avec les plages, tourisme de découverte avec la réserve naturelle de la Petite Terre, la réserve géologique de Bémao et puis bien entendu tout ce qui est artisanal avec la création de savons locaux de la Désirade, la taille de la pierre avec Véronique qui transforme les pierres de la Désirade en de magnifiques bijoux et puis tout ce qui est culturel à travers la fête à Capri, la fête des marins, la fête patronale du 15 août et la clique désiradienne. Donc énormément de richesses à découvrir à la Désirade et je ne vais pas nommer le cajou confit que vous connaissez et pour lequel nous sommes réputés. Voilà donc notre petit focus sur le Top Reza donc, qui a lieu actuellement sur Paris. On va faire maintenant la suite de notre émission avec Yasmina Harissi qui est la chronique In Power. On va parler de self-care pour pouvoir rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. On voit le générique et on parle avec Yasmina. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de self-care et pourquoi c'est important d'avoir un regard positif sur soi-même parce que c'est un des piliers de la confiance en soi et de l'épanouissement personnel et ce qu'on voit dans son miroir c'est important et c'est important aussi de se procurer des soins de qualité pour pouvoir enrichir cette démarche de bien-être et justement aujourd'hui avec Yasmina on va parler de routine de la peau, du corps mais en particulier de la peau. Pourquoi c'est important d'avoir une routine de soins de peau, Yasmina? Eh ben déjà, bonjour Iman, bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Super. Alors, c'est très important tout simplement parce que c'est le fait d'avoir une routine qui va permettre d'avoir des résultats optimum. Donc, c'est comme dans tout, c'est comme l'alimentation, c'est comme le sport. Il faut intégrer une routine et surtout une routine qui nous corresponde par rapport à nos spécificités de peau, par rapport à nos besoins particuliers et par rapport également au rythme de vie qu'on a. Voilà. D'accord, donc en fait, cette routine va permettre de travailler sur l'apparence et la santé de la peau, mais on va dire en parallèle, ça va agir sur améliorer la vision, le regard qu'on se porte à soi aussi. Complètement, puisque de toute façon, nous sommes tous remplis de complexes, n'est-ce pas? La société actuelle n'aide pas, les réseaux, etc. Et tout est tellement amélioré sur les réseaux que du coup, c'est vraiment difficile d'avoir un regard vraiment objectif sur nous-mêmes. Et du coup, d'où cette problématique de confiance en soi qui se développe de plus en plus. Donc, en fait, l'idée, c'est de partir de l'objectif d'avoir une peau saine. Et en général, quand elle est saine, tout le reste suit. Parce que le teint est unifié, on a moins de boutons, tout est... On se sent mieux dans sa peau. Exactement, tout est en adéquation et on se plaît davantage. Et comme tout part de nous, de toute façon, donc... faut mieux commencer par là. Je suppose qu'il y a des étapes vraiment importantes à suivre. Est-ce qu'on peut expliquer les étapes principales d'un bon on va dire routine care. Alors là, je vais présenter vraiment les basiques, parce qu'on peut toujours aller plus loin dans la routine skincare, mais vraiment les basiques. Sur la vidéo derrière, il n'y aura pas la partie des maquillages, parce que je pense que vraiment, ça, c'est une thématique à part entière. On aura peut-être l'occasion de revenir dessus. Mais vraiment, le plus important, c'est déjà un bon nettoyage de peau, donc avoir un bon gel nettoyant, une bonne mousse, quelque chose qui ne soit pas astringent, puisqu'il faut que ça garde quand même
non seulement ça apporte la propreté de la peau, mais en plus, ça ne la déshydrate pas. Ensuite, on va avoir vraiment la partie hydratation. Donc, ça peut être avec un sérum, comme on le voit là. Mais si on veut sauter l'étape sérum, parce qu'on est très pressé le matin, avoir une bonne crème hydratante qui corresponde à votre type de peau, ça, c'est l'essentiel. Et ensuite, la protection solaire. Il ne faut vraiment pas y déroger. Protection solaire. Ouais, vraiment. Oui. C'est tellement pas culturel chez nous. C'est vrai. Les gens ont tendance à croire parce qu'on a la peau foncée, on n'a pas besoin de protection solaire, mais c'est totalement faux. Parce qu'en fait, c'est vraiment par rapport aux UV, ça protège contre l'apparition des rides, j'imagine. Tout à fait. Ça contribue à protéger du vieillissement cutané. Et nous, en plus, on a ces particularités. On a beaucoup de métissage. Donc, les petites taches pigmentaires, etc., qui apparaissent, c'est souvent ça, parce qu'on n'a pas pris le temps de protéger notre peau plus jeune avec les protections solaires. D'accord. Est-ce que l'hygiène, c'est important? J'imagine que oui. Oh que oui. Alors, déjà, l'hygiène, c'est des choses toutes bêtes. Avoir une serviette spécifique pour le visage. La changer régulièrement, parce que vous imaginez si vous essuyez vos pieds et après vous passez sur le visage, voilà, c'est une bonne image. Ensuite, changer les têtes d'oreiller régulièrement. Tout simplement. Un truc qu'on aime bien faire, éviter de tripoter le visage avec les doigts pas propres. Enfin voilà, ça c'est vraiment des basiques. Mais si déjà on arrive à mettre ça en pratique, c'est déjà pas mal. Donc, est-ce que pour celles qui ne savent pas par où commencer, on peut avoir un basique de must to have, vraiment la routine basique à vraiment adopter. Basique de basique. Ok. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, donc un bon gel nettoyant. Ensuite, une bonne crème hydratante, au moins pour la journée, puisque c'est le moment où la peau est le plus sujette aux agressions extérieures. Donc, si on peut l'hydrater à ce moment-là, c'est parfait. Et la protection solaire. C'est vraiment le trio minimum. Trio minimum. Et donc, inclure cette routine un peu comme un rituel de bien-être, comment on peut justement inclure ça dans une approche un peu plus globale, holistique? Tout simplement, moi je me dis qu'il faut que ça soit comme tout, qu'on l'inculque de plus petit à nos enfants. Bien évidemment, ils n'ont pas les mêmes besoins que nous au niveau de la peau, mais juste mettre un petit peu d'huile d'amande douce tous les soirs. Ça reste en fait des choses qui restent dans l'esprit, dans les habitudes, et petit à petit, en grandissant, ça devient quelque chose de normal parce que quelque part, ils l'ont toujours fait. Donc, commencez déjà, si vous êtes adulte et que vous commencez maintenant, par ce trio, c'est déjà très bien. Et voyez-le comme un moment vraiment pour vous, en fait, parce qu'il n'y a rien de plus agréable que de sentir sa peau qui est hydratée, qui est en santé, et vous verrez, vous y prendrez goût naturellement. Super. Alors, juste pour renforcer ce que tu viens de dire, on peut avoir un petit exercice qui s'appelle l'exercice de la boîte magique avec un miroir. Et on va imaginer, on se crée vraiment un temps particulier où on est au calme et on veut se faire du bien, etc. On va placer comme un miroir devant soi. Imaginez qu'on a une petite boîte magique avec toutes les bonnes pensées, qualités qu'on veut renforcer chez nous. Et d'imaginer que quand on ouvre la boîte, un peu comme les choses se libèrent et s'infusent à l'intérieur de nous avec des pensées positives, des affirmations comme je suis capable, je mérite le bonheur, je suis une personne forte, aimante, voilà. Et d'avoir ce type de petits rituels, ça peut aider et renforcer l'image qu'on a de soi et de se regarder de façon différente aussi. Tout à fait, et ça peut même être complété par, c'est tout bête tout con, mais juste écrire sur des post-it des petites phrases simples et les accrocher sur notre miroir. Exactement. Ça aussi, ça fonctionne, puisque notre cerveau, il fonctionne comme ça. Plus il voit les choses, plus finalement, il arrive à s'en convaincre. Voilà. Et l'objectif, c'est ça. Bon, très bien. Merci beaucoup pour ces conseils. Et on va prendre le temps de prendre soin de soi. Alors, je vois qu'il y a un skin party. Est-ce qu'on peut en parler rapidement pour terminer? Alors, la skin party, c'est un projet initié par African Black Pearl, qui à l'origine est spécialisé dans les bayas, toujours dans l'émotion, dans la spiritualité, dans les intentions, dans tout ce qu'on met. Et en fait, elle a tellement de demandes sur qu'est-ce qu'elle fait pour avoir une jolie peau, pour rayonner. Ça attire, tout simplement. Et donc, on a décidé de travailler ensemble sur cet événement qui aura lieu donc le premier dimanche du mois d'octobre. Et donc, ça sera l'occasion pour vous, mesdames,
et messieurs aussi, hein, parce que les hommes aussi sont bienvenus, d'avoir un diagnostic de peau gratuit avec moi, d'avoir des conseils et on pourra vous donner des exemples concrets de produits à utiliser à la maison, mais ça sera vraiment personnalisé par rapport à votre type de peau. Voilà. Bon, super. En tout cas, on note cette date. Premier dimanche du mois d'octobre. C'est le 6 à partir de 9h. Exact. Voilà. Très Merci en tout cas. Merci à toi, Iman. Avec plaisir. On va avoir le temps, je pense, de finir avec les 2 sujets qui nous restent, qui sont le conseil municipal de Bémao. On va voir un petit reportage de Olivier Moradel qui nous parle justement des points qui ont été votés durant ce conseil. Nous avons un ordre du jour avec 10 points. Et c'est vrai que le rituel veut qu'on commence par le PV qui a été validé par l'ensemble des conseillers municipaux présents, parce que nous sommes tous d'abord des conseillers municipaux, bien entendu. Puis nous avons eu d'autres points qui sont beaucoup plus spécifiques, des points qui a trait bien à l'aménagement du territoire. Et nous avons donc opté dans le volet aménagement sur un point qui concerne l'entrée de la résidence Bertrand au sein de la société SPL, Public Local SPL, Cœur d'énergie, qui a été créé conjointement entre la ville de Bémao et la région Guadeloupe. Nous avons travaillé aussi sur les marchés publics, bien sûr, concernant la possibilité pour nous d'aller vers une externalisation sur certaines missions. On a déjà démarré avec d'autres, par exemple les écoles. Il s'agit d'aller vers le centre de production. Et puis, nous avons travaillé aussi sur d'autres sujets. À l'exemple, par exemple, Jarry en fait, nous avons pu valider le plan de financement ce soir pour Jarry en fait. On est sur un budget qui tourne environ autour de 200 000 €, bien entendu. Et puis, notre CCAS aussi également, avec, bien entendu, une subvention de 170 000 €, puisque il faut pouvoir répondre à la demande de nos aînés. Nous avions aussi des associations qui nous servent de relais sur le territoire. Et c'est tout au long de l'année comme ça que nous accompagnons des associations, que ce soit dans le domaine du sport, dans le domaine de la culture. Ce soir, on avait 2 associations, une culturelle et une sportive. Tous ces points ont été votés. Nous en avons qui ont été votés à l'unanimité, bien entendu. Et puis, il y en a 2 qui ont été votés à la majorité. Oui, c'est ça. 1, 2, 3. Voilà, qui ont été votés à la majorité. Voilà, nous allons conclure donc cette émission, revenir donc sur les différents invités qu'on a eus aujourd'hui. On a reçu Jean-Paul Kiko, président de l'ONG Guajeka Bénin. Ils nous ont parlé des portes ouvertes, du festival, de leurs différentes activités qui commencent donc actuellement pour la saison. Il était accompagné de Chloé Borico et de Mike Aubisson. Donc voilà, ils ont développé plusieurs sujets en lien avec leur association. On a aussi reçu Karine Cessé, autrice et présidente de Tirakoun, pour son kit de prévention contre le harcèlement scolaire, notamment en maternelle. Avec Luc Jean-Marie, président de l'association Nouvelle Voix, on a fait un petit bilan sur la 8e édition de la fête du fruit à pain et sur l'utilisation qu'on peut en faire avec les aliments transformés, cet aliment qui est transformé. On vient de voir donc avec Yasmina Harissik l'importance du self-care pour rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Et avec Marilène Ferdi, il était question du RAG et de Parcoursup. Voilà pour les invités qu'on a eus. Au niveau des titres de l'actualité, nous avons évoqué donc les coupures de courant avec un micro-trottoir pour savoir ce que vous pensez de cette méthode de grève, notamment aussi avec une personne dialysée qui a eu des boires suite à ces coupures. On a évoqué le conseil municipal de Bémao, donc on vient de le voir, le sujet, ainsi qu'un focus sur Top Reza avec l'interview de Claudia Belton, rédactrice en chef de France Antilles Hebdo. On a eu aussi l'interview de la présidente du CTIG, Valérie Samuel Césarus, ainsi que Sabrina
Sabrina Robin, donc vice-présidente du CTIG, donc qui sont sur le Top Reza Salon sur Paris avec Danick Sandonis. Voilà, il est 14h tout pile. On finit l'émission. La réalisation, c'était Yann. Et je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve demain.